Pierre d'Harville, si je comprends bien, les rexistes de l'époque avaient vraiment deux méthodes d'action, une méthode de type banditisme sanglant, à savoir on pénètre à l'intérieur des maisons, on massacre des gens, y compris dans leur chambre, sur leur lit, et une autre méthode qui est de type plutôt militaire, on réunit un groupe de personnes et on les massacre, fusillés. Ce sont les mêmes personnes qui font ça? Les ordres viennent de Bruxelles, elles viennent directement de Grelle. C'est lui qui chapeaute en quelque sorte. De Grelle était au courant alors totalement, de toutes ces opérations totalement, et chaque fois... Totalement. Ils avaient l'aval de Grelle pour éliminer de Charleroi toute une série de personnes qui s'étaient opposées au nazisme, soit parce que dans la résistance, soit simplement parce que ils étaient contre le nazisme en général. Et qui étaient ces rexistes-là? Vous parliez d'étudiants de Louvain, effectivement. Oui, il y en avait certains, mais d'autres... Non, il n'y a pas d'étudiants qui sont parmi les tueurs. Non. Il y a vraiment des gens très engagés dans le rexisme, qui croient effectivement... Moi, je fais une petite liaison qui est aussi une supposition. Je pense qu'à cette époque-là, on est donc en août 1944, la fin de la guerre est proche. Et je me demande si dans leurs exactions, il n'y a pas une sorte de vengeance de dernière minute qui s'installe, où il faut se venger en partie, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le bourgmestre rexiste est assassiné en sortant de son bureau, par qui, on n'en sait rien. Et voilà un petit peu l'historique de l'affaire. Donc, ce sont des gens... de tous bords, mais qui sont connus comme étant des collaborateurs belges, Carolo pour la plupart. Les noms, on les connaît tous, hein, puisque après la guerre, il y a eu un jugement, et que ce jugement a conduit, comme vous le supposez, à l'exécution de tous ces traîtres. Sur la tombe de ma famille, il est marqué « lâchement assassiné par des traîtres belges ». Ce fait que, ça on l'a appris par la suite, la propriété de mes grands-parents était au-delà de la vallée de l'Odeur. Mmh. Et de l'autre côté de la vallée, il y avait une villa occupée par des rexistes qui regardaient à la jumelle ce qui se passait dans la villa de Bommeré de mes grands-parents. Ils surveillaient. Et ils ont signalé rapidement qu'il y avait beaucoup d'allées et venues. Les allées et venues dans cette période-là étaient suspectes pour ces rexistes. Donc ils ont dit, il se passe quelque chose. En réalité, c'est beaucoup plus simple. Mon grand-père avait les moyens, il y avait un très grand tennis. Un tennis privé, dans une propriété, avec les dépendances ad hoc, douche, etc., c'était assez rare. Ma mère était jeune, mon oncle aussi, un peu plus jeune qu'elle. Ils avaient leurs amis, ils jouaient au tennis. Donc, effectivement, le ou les rexistes qui surveillaient avec les jumelles disaient il y a trop de voitures qui vont là-dedans, il se passe quelque chose. Donc, suspect. S'ajoutant à cela l'appartenance maçonnique de mon grand-père qu'il connaissait parfaitement, de lui et d'autres. Dans la soirée du 17 et la nuit du 18 août 1944, mes parents sont à Mont-sur-Marchienne, dans la villa que mon grand-père avait fait construire pour sa fille. Et par précaution déjà, parce que l'on signalait toute une série d'exactions des rexistes, mes parents avaient décidé de ne pas loger dans la maison. Et la même chose avec ma grand-mère, mon oncle et ma tante. Ils s'apprêtaient à partir aussi dans la ferme voisine, justement pour se mettre à l'abri. Et mon grand-père avait été prévenu que son nom était sur la liste. Il avait déjà, préalablement, par 2 fois été prisonnier par la Gestapo. Une des premières fois, il a pu s'échapper parce que une des secrétaires, une des employées de la Gestapo de Charleroi
avait retiré son dossier. Donc, ils l'ont libéré parce qu'il n'avait rien à lui reprocher à ce moment-là. Il est arrêté une seconde fois quand ils viennent l'arrêter chez lui, donc déjà à la campagne. Et là, il est atteint d'une jaunisse très importante. Donc, il est alité, il ne peut pas bouger du lit, enfin, il est très malade, et la Gestapo retourne dans leur bureau. On arrive tout doucement au 17, et là, il y a un événement qui se passe. Mes parents sont dans leur maison à Mont-sur-Marchette, pas loin du musée de la photo, une grosse maison qui est aujourd'hui classée. Et il attend que ma mère termine une conversation avec son professeur de piano pour partir dormir chez mes grands-parents paternels. Et à ce moment-là, il est assis devant la villa, sur les marches d'escalier. Et il voit arriver, tout d'un coup, 2 voitures noires avec des personnages assez sinistres. Il a le temps de les voir, et il y a un long conciliabule. Il s'arrête longuement devant la maison. Et il y a un long conciliabule, et mon père sent d'instinct le danger. Il y a son épouse, il y a moi, il y a la professeure de piano qui fait pratiquement partie de la famille, c'était professeur de piano de ma mère quand elle était jeune fille, et il dit à ma mère, il faut foutre le camp. C'est les termes qu'il emploie. Foutre le camp, ça voulait dire de partir en vélo, parce que mes parents ne possédaient pas de voiture, mon grand-père en avait une, mais mon père n'avait pas de voiture, donc on part en vélo par des chemins déjà connus pour pouvoir s'enfuir le cas échéant à travers le fond de notre jardin, le jardin des voisins qui étaient des amis. Dans une autre, au bout de leur jardin, il y avait une grille, il y avait un portail, et s'enfuir par là, et puis glisser jusque le plus loin possible, etc. Sans penser une minute que lorsque les voitures ont remis leur moteur en route, ils allaient chez mes grands-parents. Donc, en quelque sorte, mon père a vu les tueurs. Donc, les voitures se remettent en route et vont vers Bommeré, la propriété de mes grands-parents. Et nous, on s'enfuit. Moi, je suis dans un panier en osier, sur un des 2 vélos, peut-être celui de mon père, je n'en sais trop rien. Et on va donc se cacher. Parce qu'effectivement, on commence à connaître qu'un tel a été assassiné, un tel a été assassiné, un tel a été assassiné. Et mon grand-père est prévenu. Peut-être par le milieu de ses amis francs-maçons, en lui disant, voilà, ton nom est sur les listes. Il faut que tu t'en ailles, il faut que tu ailles te cacher. Parce que tu risques effectivement d'être arrêté et peut-être fusillé là où on te trouvera, c'est-à-dire dans ta maison. Et mon grand-père s'en va. Et il va se cacher du côté de l'abbaye d'Aulne. C'est lui qui me le raconte. Et il reste à la propriété, ma grand-mère, mon oncle et ma tante. Et à ce moment-là, arrivent les voitures des rexistes, les fameuses voitures noires, avec ces personnages sinistres qui viennent par 2 côtés à la fois, une fois par le bois, une fois par la rue qui est un cul-de-sac, à travers les champs pour arriver. Et alors, ils cernent la maison, ils rentrent, et ils trouvent bien entendu les 3 personnages dont on vient de parler. Alors là, ils se questionnent en disant, où est Olivier Bussmann? Et ma grand-mère dit, je ne sais pas. Il n'est pas rentré, il est parti travailler, il n'est pas rentré. Oui, mais vous savez où il est. Enfin, il y a un interrogatoire serré. Et l'interrogatoire se poursuit dans la cave, où on fait descendre les 3 personnes. Et là, il n'y a plus de contacts verbaux entre les uns et les autres. On commence à assassiner à la mitrailleuse ma tante devant son mari, qui hurle, paraît-il, d'après les domestiques qui travaillaient pour mes grands-parents, qui hurle comme un animal que l'on tue.
bah, il va tuer sa femme. Et puis on l'assassine lui, avec les mêmes exactions. Et la dernière, c'est ma grand-mère. Donc elle assiste en quelque sorte à l'exécution de sa belle-fille et de son fils à ses yeux. Les voisins, et puis avant de partir, pour que peut-être l'assassinat soit pas repéré ou pas connu, ou que les détails ne soient pas connus, ils mettent le feu à la propriété. Ils sont arrivés avec des bidons d'essence, on inonde les rideaux avec de l'essence et ils mettent le feu avant de partir. Ils s'empressent d'ailleurs de partir avec des objets. Ils volent en plus. Donc non seulement ce sont des criminels, mais ce sont des voleurs également. Les bijoux de ma grand-mère, on les a retrouvés que beaucoup plus tard, ce qui a obligé ma mère, de sa propre volonté, à ne jamais les porter, parce qu'ils étaient endeuillés du drame qui venait de se passer. Donc la propriété est incendiée, il n'en restera rien, parce qu'il n'y a pas d'eau courante à cet endroit-là. On est dans la campagne, il y a juste le puits avec l'eau de pluie, et puis c'est tout. Donc pour l'eau potable, il fallait, me dit ma mère, courir dans le bois, il y avait une source et on s'approvisionnait là-dedans. Donc quand les pompiers arrivent, ils ne savent pas faire grand-chose que de vider leur citerne, mais ça ne suffit pas pour éteindre l'incendie de la maison. Mais rapidement, ils ne voient pas de corps. Or, les deux servantes qui travaillaient les deux personnes qui travaillaient pour ma grand-mère entendent les cris, les exactions, les coups de feu, les coups de mitrailleuse, etc. Et ils signalent aux policiers, ils sont là, ils sont dans la cave, certainement. Et les pompiers descendent, mais là la maison est en flammes, et ils descendent et ils remontent les cadavres. Plus tard, par un hasard extraordinaire, ma mère, partant en voiture, beaucoup d'années plus tard, pour Liège, où elle va retrouver sa fille et son dernier petit-fils, elle a pneu crevé. Elle n'a pas de GSM, elle n'a rien du tout, c'était pas dans ses habitudes, et elle va frapper à une maison. Elle me dit voilà, est-ce que je peux téléphoner, appeler Touring Secours, même elle a montré, voulez-vous avoir quelque chose, etc. Et puis la conversation s'installe. Et je me suis dit, vous savez, moi je suis un ancien pompier, et tout ça autour d'un verre d'eau. Et bien, il dit, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est moi qui étais de réserve lors de l'assassinat et de l'incendie de la villa Bussmann à Montigny-Tilleul. Et j'ai remonté le corps de la vieille dame. Et elle vivait encore. Alors là, le choc remonte à la surface. Toute cette période où le deuil a été difficile à s'estomper, tout le monde est parti. Mon grand-père est resté caché. Le malheureux, il téléphonait toutes les 5 minutes, mais forcément, il n'y avait plus de ligne téléphonique. Donc, c'est occupé. Et puis, on a téléphoné à mes parents en disant, ben voilà, il y a un drame qui est arrivé. Il faut prévenir votre beau-père pour lui dire, surtout, ne reviens pas. Surtout pour ne pas voir ce qui est en train de se passer. Et mon père dit, je sais ce qui s'est passé. Donc il avait déjà été prévenu par d'autres personnes que les exactions avaient été faites. Et à ce moment-là, car la guerre continue, les Rexistes sont toujours au pouvoir auprès des Allemands à Charleroi, mon père décide aussi de nous protéger et il se souvient qu'en captivité, il avait connu un Belge qui avait une petite ferme du côté des côtes de la Nef et il dit à ma mère, on va aller se cacher là-bas. Et on se cache le temps qu'il faut, juste pour, en catastrophe, mettre les 3 corps de la famille dans un caveau provisoire. Ça se passe dans un camion bâché, sans personne,
parce que les rexis sont présents lors de l'enterrement, enfin, si on peut dire. Donc, ils prennent note, ils font des photos. Donc, il ne s'agit pas de rester trop longtemps, donc chacun s'en va. Et nous restons pendant des mois dans cette petite ferme accueillie par cette famille. Après cette tragédie, Pierre d'Harville, il serait bon de revenir sur ce qu'est la franc-maçonnerie dans la région de Charleroi. Elle s'est reconstituée, j'imagine. Le temple de Charleroi a été dévalisé complètement, à tel point qu'il n'est plus viable. Donc on ne peut plus organiser. Avec, j'imagine, l'aide de francs-maçons, mais peut-être aussi des subsides et puis des dommages de guerre, les francs-maçons décident de reprendre leurs activités et ils reconstruisent un nouveau temple. C'est celui qui existe à Charleroi, rue Ferrer. On ne peut pas le trouver parce que le portail est suffisamment clair, les insignes maçonniques sont là, bien présents. Donc, le renouveau, en quelque sorte, de la franc-maçonnerie s'installe et je ferai peut-être une parenthèse pour savoir qu'entre la franc-maçonnerie de cette époque et la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait la même chose. À cette époque-là, c'était une franc-maçonnerie de personnes aisées, de bourgeois installés, qui étaient notaires, médecins, avocats, industriels et des gens fortunés. Cette franc-maçonnerie est une franc-maçonnerie très bourgeoise, très aisée, ce qui permettait sans doute aussi, si j'en juge par ce qu'a fait mon grand-père, c'est une franc-maçonnerie où la philanthropie est tout à fait à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on pourrait dire que la franc-maçonnerie s'est ouverte. C'est pas par hasard qu'on a vu chez nous entrer des Italiens quand la période l'a permise après l'arrivée de ces futurs mineurs et de la nouvelle génération. On a vu arriver, moi je me souviens, le premier syndicaliste, par exemple, dans mon propre atelier. Et donc, pour dire que la franc-maçonnerie à Charleroi était une franc-maçonnerie bien reconnue, bien active. Et il est évident que la discrétion était à l'ordre du jour. On parlait peu. Mon grand-père, avec qui j'étais pourtant extrêmement lié, ne m'a jamais parlé de son appartenance. Mon père, beaucoup plus tard, non plus. Donc, il y avait là une grande réserve. Était-ce dû aussi aux affres de la guerre et de ce que les rexistes avaient fait à Charleroi comme dégâts? Donc la franc-maçonnerie s'est ouverte et ce fut pour les plus jeunes maçons entrés une liberté nouvelle. Mais toujours avec une discrétion obligatoire. Donc, si j'ai appris un jour que mon grand-père était maçon, c'est parce que j'ai vu un décor qui traînait sur son bureau et je me suis dit, tiens, c'est quoi? Ben, ce décor, je le porte encore aujourd'hui en souvenir de lui. Donc, la discrétion était totale. Effectivement, ça nous amène à penser à ce qui se passe aujourd'hui. Où déjà, il y a 20 ans, ma meilleure amie m'avait dit « Sois le garant de nos libertés, sois le garant de la fraternité, car je sens, moi qui ai fait les camps de concentration, je sens monter l'extrême droite, une sorte de haine latente, mais quand même présente, comme rampante, comme certains le disaient à l'époque. Et elle me disait « Sois le garant de cela ». Car la franc-maçonnerie est une belle école de liberté, de tolérance. Bien entendu, ce sont ces deux mots qui ne plaisaient absolument pas ni aux Allemands, ni aux adeptes de Mussolini ou d'autres. Mais quand on se retrouve à la veille des élections comme nous le sommes maintenant, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, et que l'on voit effectivement l'extrême droite reprendre ce pouvoir, il y a raison d'être encore plus discret que nous le sommes d'habitude. Pas secret, comme certaines personnes le pensent,
mais discret. Discret pour que des événements aussi dramatiques que ceux dont nous venons parler ne se reproduisent. Les portes sont ouvertes. Quand jeune maçon, j'apprends que le portail de la rue de Laeken a été dynamité, la douleur, elle est interne, parce que elle devient mienne. Quand un temple de Maubeuge est incendié par des personnes qui rentrent par la plateforme et qu'il y a un appel pour reconstruire les lieux, pour reconstruire la bibliothèque et les décors, on se dit, il se passe quelque chose. Déjà, mais ces phénomènes-là, il y a 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que sera notre demain? Comment concilier la discrétion avec ce qui apparaît comme une nécessité, à savoir une meilleure extériorisation, ou plutôt un meilleur dialogue avec l'opinion publique? Quand on entend à travers le monde que les libertés qui ont été acquises, parfois avec l'aide de politiciens francs-maçons, permettent aux femmes de pouvoir voter après-guerre. Ma mère, elle trouvait que c'était une immense victoire. Enfin, je veux pouvoir m'exprimer. Quand on a libéré l'avortement, qui était clandestin, à notre âge, on a connu cette période-là, où les médecins qui la pratiquaient étaient poursuivis, expatriés. Ce sont des victoires que la franc-maçonnerie nous ont peu à peu données. Il y avait, enfin, on peut aller plus loin, dire que l'homosexualité n'est plus une maladie, mais permettre aussi aux homosexuels ou aux femmes de se marier. Quelle victoire aussi. Et puis une autre victoire, pour moi, extrêmement importante, c'est l'euthanasie. Alors que les Français sont encore en train de se poser la question, dans un petit pays comme le nôtre, où les idées ont été peut-être plus faciles à faire passer. En tout cas, sur ces 4 domaines que je viens d'évoquer, nous n'avons pas fait de problème, aucun. On n'a pas fait des marches contre l'homosexualité dans la rue, contre le mariage pour tous. On n'a pas fait des manifestations contre l'euthanasie. Quand les Français souhaitent être euthanasiés et sont obligés de venir, par exemple, en Belgique, comme on l'a fait, par exemple, avant, en Hollande, c'est un drame horrible. Alors, est-ce que nous sommes encore conscients que ces libertés-là, il faut les garder? Si la franc-maçonnerie a un rôle à jouer, c'est peut-être là, notre tolérance. Et puis au-dessus de cette tolérance, ce mot que l'on voit au fronton de certaines maisons communales et certaines mairies, liberté, égalité, fraternité. Quel beau trio, pour autant qu'il soit encore valable aujourd'hui.